ici plutôt vers le nord de la France sont plus touchés que le sud, avec une corrélation aussi par rapport au contexte social et à une population plus précaire. Alors, c'est lié aussi aux facteurs de risque hein, des cancers. Alors, pour la cavité buccale, les facteurs de risque sont bien connus. Alors, ce sont le tabagisme, avec une action synergique de l'alcool également. Alors après, il y a les facteurs de risque de tous les cancers, hein, l'immunodépression, les patients greffés, VIH ou avec des syndromes particuliers, euh, avec des mutations de certains gènes suppresseurs de tumeurs, des consommations avec des habitus particuliers, par exemple la chie du bétel. On a également des toxiques environnementaux qui peuvent être impliqués, et aussi tout le groupe des maladies muqueuses chroniques qui créent une inflammation chronique qui finissent par modifier les cellules de la muqueuse et qui peuvent entraîner également des lésions cancéreuses. Il faut toujours enquêter un peu sur la consommation hein, de tabagisme et d'alcool. C'est important aussi de bien garder en tête les recommandations hein, pour dépister les consommations trop importantes, euh, qui sont notées ici, pas plus de 10 verres par semaine, des jours sans alcool et pas plus de 2 verres par jour, sur les recommandations de l'INCa. À côté de ces facteurs de risque classiques, on va dire, on a pour les cancers de l'oropharynx uniquement une association au virus HPV, donc le Human Papilloma Virus. Donc c'est le même virus qui entraîne les cancers du col de l'utérus chez la femme et qui représente 30% des cancers de l'oropharynx. Donc plutôt 30% des cancers de l'oropharynx sont associés à une infection au virus HPV. La particularité de ce virus, c'est que ça touche des patients qui sont plus jeunes, qui sont en meilleure santé. Alors on considère que c'est une infection sexuellement transmissible, hein, donc transmise par contact des muqueuses ou de la peau, qui est très très répandue et fréquente. On considère que 80% des personnes sexuellement actives vont être infectées à un moment de leur vie. Il y a différents HPV, certains qui sont oncogènes à haut risque, c'est-à-dire qu'il y a un haut risque qui entraîne une modification cellulaire qui peut aboutir à un cancer, et d'autres qui sont plutôt à bas risque, qui sont plutôt à même d'entraîner des lésions plus bénignes. Et donc, l'histoire naturelle fait qu'en général, ce virus est éliminé par le système immunitaire de la femme dans 90% des cas en 1 à 2 ans. Alors chez la femme, parce que actuellement on a des moyens d'aller détecter ce virus en faisant des frottis. Et donc on peut voir un petit peu l'évolution du portage. Euh, et en général, lorsque ce virus est toujours présent au-delà de 2 ans, on peut considérer que c'est un marqueur de risque de cancer et dans 10% des cas, lorsque ce virus reste présent, il peut y avoir une évolution vers un cancer, mais sur une période longue, allant de 10 à 30 ans après l'infection. La problématique pour l'ORL, c'est que pour l'oropharynx, il n'existe pas de test de dépistage qu'on puisse utiliser en routine clinique. On pourrait imaginer un frottis au niveau amygdalien qui nous permettrait de savoir si si on a un portage avec potentiellement des examens de dépistage qui soient adaptés au portage, mais pour l'instant, on n'a pas ça à disposition. Et donc, il faut pallier à ça en connaissant les signes d'appel cliniques qui doivent faire consulter. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est la vaccination HPV. J'en profite pour vous faire un petit rappel sur cette vaccination, donc, qui est donc recommandée actuellement pour toutes les filles et les garçons de 11 à 14 ans, avec 2 doses, et un rattrapage initialement qui était jusque 19 ans avec 3 doses. Alors depuis novembre 2024, il y a une extension de ce rattrapage, à la fois pour les filles et les garçons, jusque 26 ans révolus. Sachant que il y a eu des études médico-économiques qui ont fait que cette vaccination, ce rattrapage s'est étendu jusque 26 ans, mais certains pays d'Europe, par exemple la Lituanie, euh, acceptent un âge maximal de vaccination avec une prise en charge jusqu'à 45 ans. Donc,
Plus on est vacciné tôt au début de la vie sexuelle, plus on considère que le vaccin peut être efficace. Mais en même temps, on n'est pas sûr d'avoir été en contact avec tous les virus à haut risque. Donc, c'est la justification qui est donnée pour dans ces pays où la vaccination, ou en tout cas l'extension, est élargie. Dans tous les cas, en France, le remboursement, donc la vaccination est gratuite dans le cadre de la campagne de vaccination pour tous les collégiens en cinquième. Et lorsque les adolescents et les jeunes adultes sont dans le cadre de la recommandation vaccinale HS, un remboursement à 65% avec un complément par les mutuelles. Tu as mis le... Pardon? Ah. Et hors recommandation, le vaccin n'est pas remboursé et donc ça revient à peu près à 116 euros x 3. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu les références si vous souhaitez en savoir plus sur cette vaccination, mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres moyens de prévenir ces cancers de l'oropharynx liés à l'HPV. Pour en revenir donc aux patients qui présentent un cancer ORL diagnostiqué, je vais juste vous exposer un petit peu quel est le parcours patient, que vous compreniez bien un petit peu la succession des choses. Donc le patient arrive à la première consultation ORL, peu importe l'adressage, on fait dans tous les cas de manière systématique une évaluation clinique. Et on prescrit, si ce n'a pas été déjà fait, un bilan d'imagerie en fonction de la localisation de la tumeur. Le plus souvent, on a besoin d'un scanner cervical et thoracique, d'une IRM cervico-faciale, d'un TEP scanner, d'un panoramique dentaire également. Euh, et on a toutes les évaluations annexes, donc l'évaluation nutritionnelle, des addictions, oncopsychologiques et la remise en état de la cavité bucco-dentaire en vue des traitements. Cette première consultation, un peu d'annonce, donc signe le début de la prise en charge. Et donc, on a besoin de faire ce qu'on appelle une panendoscopie sous anesthésie générale, lors de laquelle on fera également des biopsies si elles n'ont pas été déjà faites. Cette panendoscopie est un examen poussé de la cavité buccale, de l'oropharynx et du reste de la filière pharyngolaryngée, qui nécessite donc que le patient soit endormi, puisqu'on va aller déplisser toutes les muqueuses à la recherche d'une lésion synchrone. Chez les patients, surtout qui ont une intoxication alcoolo-tabagique, qui peuvent tout à fait faire un deuxième cancer dans le cadre d'une maladie muqueuse un peu diffuse. Donc ça permet de faire des biopsies pour avoir la confirmation histologique, d'évaluer les extensions locales pour pouvoir ensuite déterminer quelles sont les possibilités thérapeutiques. Et on peut en profiter également pour remettre en état la cavité bucco-dentaire ou réaliser les adductions. Une fois que l'on a tout le bilan à la fois clinique, d'imagerie et le bilan lors de la panendoscopie, on se réunit dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, pour l'ORL, le patient est présent. Et donc, on rediscute un petit peu tous les éléments de son dossier avec les radiothérapeutes, les oncologues médicaux, les radiologues, euh, et le patient et les chirurgiens ORL. Donc, ça aboutit à une décision thérapeutique pour un traitement, soit curatif, donc avec un objectif de guérison, qui peut être uni, bi ou trimodal, c'est-à-dire qu'on peut avoir une succession de prises en charge, chimiothérapie, puis chirurgie, puis radiothérapie, ou des traitements uniques, ça dépend du stade de la maladie. Ou bien on s'oriente vers une prise en charge palliative, c'est-à-dire à objectif non curatif, donc on n'a plus pour objectif de faire disparaître la maladie, mais de la contrôler et de maintenir au mieux la qualité de vie du patient. Et ensuite, après cette phase, lorsque l'on est dans un projet curatif et que le traitement actif est terminé, on passe à la phase de surveillance prolongée. Donc on a une problématique importante des délais de prise en charge. Il faut que le délai soit le plus court possible entre l'apparition du symptôme et la première consultation spécialisée, parce que vous voyez que la prise en charge ne peut pas se faire tout de suite. Il y a besoin de faire un bilan assez exhaustif, avec des délais incompressibles de planification. Donc il faut que le patient rentre le plus vite possible dans le parcours.
Vous donner une idée un peu de la prise en charge, en général pour les cavités buccales, lorsque la maladie est localisée, le traitement curatif de première intention reste toujours la chirurgie. On fait toujours une évaluation ganglionnaire systématique. euh, et l'important de voir les patients très tôt, c'est que les patients n'ont pas forcément d'extension ganglionnaire métastatique, donc ils ont juste la tumeur. Les cellules tumorales n'ont pas eu le temps d'aller dans les canaux lymphatiques pour aller vers les ganglions. Dans ces cas-là, on peut faire des prises en charge peu invasives d'exérèse de la tumeur et d'évaluation ganglionnaire, parce qu'on appelle par exemple une technique de ganglion sentinelle, pour ne pas avoir à faire tout le curage cervical. Et donc selon la classification TNM, hein, qui nous sert à stadifier la maladie cancéreuse, selon la taille tumorale, le nombre de ganglions envahis et la présence ou non de métastases, on évalue la nécessité ou non de traitements complémentaires par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Plus les tumeurs sont petites, plus on peut les retirer facilement, sans séquelles importantes, donc sans nécessité de reconstruction complexe, et plus on peut s'orienter vers un traitement unimodal, c'est-à-dire une seule modalité thérapeutique. Le patient peut avoir uniquement de la chirurgie, et c'est tout, et rentrer dans la phase de surveillance. Et plus les tumeurs sont grosses, plus la prise en charge se complexifie et plus il est difficile de pouvoir retirer des tumeurs localement avancées avec des bonnes marges de sécurité. Pour l'oropharynx, les choses sont moins, on va dire, franches, c'est-à-dire que on peut avoir sur le même plan une radiochimiothérapie qui peut être aussi efficace qu'une prise en charge chirurgicale. Et donc, la discussion en une concertation pluridisciplinaire est très importante. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que de la même façon, le diagnostic précoce permet une prise en charge la plus mini-invasive possible. Et donc, au centre Oscar Lambret, par exemple, on peut utiliser le robot d'Avinci pour pouvoir aller faire des exérèses de tumeurs oropharyngées par voie transorale robotisée et éviter aux patients d'avoir une cicatrice cervicale. Une fois que le traitement est terminé, donc au bout de 3 mois post-thérapeutique, on fait ce qu'on appelle une imagerie de surveillance post-thérapeutique qui va servir de référence et le patient rentre dans un parcours de surveillance qui permet de détecter les récidives locales hein, qui peuvent survenir chez 15 à 30% des patients, donc c'est assez fréquent. Mm. Et détecter également pardon, les métastases à distance dans 5 à 10% des cas. L'important également, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais c'est aussi les localisations métachrones, c'est-à-dire que les patients font un deuxième cancer, le plus souvent au niveau pulmonaire et thoracique, surtout lorsqu'il y a une intoxication chronique tabagique. Et donc, dans ce cadre-là, on fait de manière systématique au moins un scanner thoracique annuel. Et donc, cette surveillance est rapprochée pendant les 5 premières années, puis annuelle. Dans ce cadre-là, vous intervenez dans le cadre de l'examen odontologique, hein, qui est censé être fait tous les 6 mois, à la fois pour prendre en charge précocement euh, les éventuelles affections dentaires dans un contexte post-radique et toutes les séquelles thérapeutiques avec une nécessité d'appareillage, de prescription de gouttières pour une mise en place de fluor et le dépistage également des ostéoradionécroses. Quels sont les pronostics au niveau de la cavité buccale? Alors, les facteurs pronostiques majeurs sont la taille tumorale. Plus la tumeur est grosse, moins elle sera de bon pronostic. Et ça, on peut aisément le comprendre parce que plus la tumeur est grosse, plus elle va aller s'étendre et plus le risque de maladie microscopique euh, qu'on aura du mal à opérer sera important. La qualité de la résection chirurgicale est donc capitale. Donc l'important, c'est de pouvoir opérer en étant sûr d'avoir ce qu'on appelle une marge carcinologique saine. Donc on prend la tumeur et on prend du tissu sain au pourtour de la tumeur, ce qui nous permet d'être sûr d'emporter l'éventuelle maladie microscopique non visible qui serait autour de la tumeur macroscopique. Et donc on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là où la tumeur est tellement volumineuse que l'on est obligé d'opérer dedans. C'est d'ailleurs une contre-indication chirurgicale. Ensuite, on a d'autres facteurs histopronostiques qui sont ce qu'on appelle la rupture capsulaire. Lorsqu'il y a un envahissement ganglionnaire, la rupture capsulaire est définie par la présence de cellules tumorales qui auraient commencé à traverser la capsule ganglionnaire. Donc là encore, avec un risque de maladie métastatique.
Donc, l'importance du diagnostic précoce donc, a vraiment un objectif majeur de guérison avec moins de séquelles. Pour la cavité buccale, on comprend aisément que si on laisse évoluer une tumeur, par exemple, du plancher antérieur, elle puisse ensuite finalement venir en contact avec la mandibule et commencer à liser la mandibule. Et donc, dans ces cas-là, on ne pourrait pas envisager de traitement conservateur de la mandibule. Et par ailleurs, sur le plan, donc le but, c'est d'avoir des traitements mini-invasifs sur le plan de la tumeur, mais aussi sur le plan ganglionnaire. Et donc, pour vous donner une idée, la survie globale à 5 ans, tous stades et localisations confondus, ce n'est pas uniquement les cancers de cavité buccale, est seulement estimée à 50%. Donc, c'est des maladies qui sont encore difficiles à traiter. Alors, comment les prendre en charge plus tôt? Donc, on peut jouer sur la prévention primaire, la prévention secondaire et le dépistage, et sur la connaissance des signes d'appel. Donc, on va rediscuter ensuite de quel peut être votre rôle là-dedans, sachant que il y a des campagnes de sensibilisation grand public qui sont organisées et qu'on essaie de travailler sur le lien ville-hôpital au centre Oscar Lambret. Donc, en termes de prévention primaire, donc ça veut dire avant que la maladie soit apparue ou avant qu'il y ait des antécédents de cancer, il faut travailler sur la prévention, la limitation de l'exposition aux carcinogènes. Je pense que c'est très important d'insister sur des cancérogènes connus hein, et fréquents, l'alcool et le tabac, en dépistant les consommations éventuellement à risque euh, et en informant les patients des voies de recours possibles. Et je pense que ça peut tout à fait se faire dès la salle d'attente de consultation avec la mise à disposition de livrets d'information. Euh, et la deuxième chose, c'est la promotion de la vaccination HPV. L'objectif étant d'augmenter la couverture vaccinale, ce qui va permettre de diminuer les taux de circulation des virus HPV à haut risque oncogène, euh, sachant qu'actuellement, elle est de moins de 40% là, en France sur la population cible, filles comme garçons, pardon, et que dans certains pays, elle atteint plus de 85%, par exemple au Royaume-Uni. Donc on a encore une grosse marge de manœuvre. La prévention secondaire, donc là, c'est lorsqu'on a des populations à risque ou qui a déjà des antécédents de cancer ORL. Donc chez les patients à risque, donc il faut pouvoir évaluer ce risque. Donc lors de l'anamnèse, bien poser des questions concernant les intoxications chroniques au tabac et à l'alcool et bien les quantifier. Être particulièrement vigilant lorsqu'il y a une maladie muqueuse inflammatoire chronique, type lichen. Évidemment, antécédents de carcinome épidermoïde ORL. Et on peut avoir également les irritations chroniques muqueuses, par exemple, sur du matériel prothétique. Il y a quand même des cas particuliers qui sortent un peu de ce contexte. C'est les adultes jeunes qui peuvent également faire des cancers ORL au niveau de la cavité buccale. Et la population âgée sans intoxication, puisque l'âge en soi est un facteur de risque de cancer de cavité buccale. Alors, quels sont les signes d'appel importants? Donc, ils peuvent être de 3 types au cabinet dentaire. Donc, il peut y avoir des symptômes, c'est-à-dire des plaintes rapportées par les patients à type de douleur buccale, euh, saignement un peu récidivant, d'otalgie réflexe, c'est-à-dire de douleur à l'oreille unilatérale. Donc, souvent, les otalgies réflexes, donc des douleurs au niveau de l'oreille, euh, révèlent des anomalies au niveau de la cavité buccale ou de l'oropharynx, puisqu'il y a des boucles nerveuses d'innervation entre l'oreille et la bouche et l'oropharynx. Il peut y avoir des difficultés de déglutition ou d'élocution, donc des difficultés à mobiliser la langue, ce qui fait que l'élocution est moins claire, ou le patient peut se plaindre d'un blocage à l'alimentation, une perte de poids, une douleur persistante à type d'angine qui ne guérit pas, et une modification de la voix, type voix cassée. Donc ça peut être des symptômes assez banals finalement, hein, type angine persistante. On se dit, bon, bah, voilà, j'ai un petit rhume, ça ne passe pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si la durée des symptômes est supérieure à 3 semaines, il faut consulter.
c'est-à-dire consulter, avoir une consultation, avoir un avis spécialisé. Donc les symptômes, ce sont les plaintes des patients, donc soit spontanées, soit à demander de façon active. Et ensuite, on a les signes cliniques qu'on peut détecter à l'inspection ou à la palpation. Donc on peut avoir des lésions anormales au niveau de la muqueuse de la cavité buccale. Il faut y inclure également et ne pas oublier d'examiner les lèvres. La présence d'une mobilité dentaire avec une anomalie muqueuse au pourtour, par exemple. Et il faut faire tirer la langue au patient, donc et vérifier que la langue puisse être tirée, qu'elle soit pas, que la protraction linguale, donc c'est le fait de tirer la langue, ne soit pas limitée, et que la mobilité linguale ne le soit pas non plus. On peut avoir également des ouvertures de bouche, une limitation de l'ouverture de bouche. Là, il faut aussi, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et également, rapidement, palper les aires cervicales. S'il y a une grosse tuméfaction cervicale également, il ne faut pas passer à côté. En termes de lésions muqueuses, donc c'est toute lésion anormale au niveau de la muqueuse, à type d'ulcération, donc c'est une lésion qui est creusante dans la muqueuse, de nécrose, souvent un peu noirâtre et malodorante, d'hyperbourgeonnement, hein, donc ça c'est des tumeurs qui sont rosées, qui peuvent saigner au contact. Et après, on a aussi parfois des tumeurs difficiles à voir, hein, qui peuvent être ce qu'on appelle sous-muqueuse. Donc on a la muqueuse qui a l'air normale, et en fait elle est indurée à la palpation. Donc là, c'est des tumeurs qui sont plutôt infiltrantes sous muqueuse. Et donc à l'imagerie, alors lorsque vous êtes amené à faire des panoramiques dentaires par exemple, si vous décelez une lésion osseuse mal limitée avec une interruption corticale, il faut également un avis spécialisé. Alors là, je vais vous faire un petit catalogue illustré de lésions. On va commencer par les lésions précancéreuses. Donc, ce sont des lésions qui se développent sur des tissus ce qu'on appelle morphologiquement altérés. Donc, les cellules ont des atypies qui peuvent se transformer ensuite en cellules cancéreuses. Donc, l'histoire naturelle, c'est qu'on a un tissu qui est normal, et par l'exposition à certains carcinogènes ou facteurs irritatifs chroniques, on va avoir un tissu précancéreux qui va aboutir à ce qu'on appelle un cancer in situ, donc qui va être peu infiltrant, qui va rester au-dessus de la membrane basale. Et ces cancers in situ n'ont pas de risque ganglionnaire métastatique. Et ensuite, une fois qu'ils ont traversé la membrane basale, eh bien, ils arrivent dans l'environnement vascularisé et avec des canaux lymphatiques et avec des risques d'envahissement. Donc il faut essayer de détecter éventuellement ces lésions dès le stade précancéreux. Le problème, c'est que toutes les lésions précancéreuses ne se transforment pas forcément et ce taux de transformation n'est pas connu. Mais en tout cas, ça peut être un marqueur de risque pour pouvoir, dès ce stade de tissu précancéreux, euh, proposer une prise en charge de sevrage des addictions éventuelles. Et donc, les lésions précancéreuses en pratique clinique à l'inspection, donc elles peuvent être représentées par des leucoplasies, donc ça veut dire lésions muqueuses blanches, des érythroplasies, donc c'est des lésions muqueuses rouges, des lésions éventuellement papillomateuses, donc un peu plus en relief. Et donc, lorsque l'on est en présence de ce type de lésion, il faut impérativement un diagnostic histologique, donc qui passe par la réalisation d'une biopsie. Cette biopsie va permettre de connaître la correspondance histologique entre ce qu'on voit à l'examen clinique et ce à quoi ça correspond sur le plan de l'analyse microscopique des cellules. Et donc ça permet de savoir si on est juste en face d'une ce qu'on appelle une hyperkératose, c'est une tumeur bénigne, c'est un peu comme de la corne, une dysplasie, c'est-à-dire des cellules qui ont commencé à se transformer, mais pas assez pour être définies comme des cellules cancéreuses, ou si on est passé directement au stade de cancer, alors très localisé in situ ou carrément infiltrant. Donc une fois qu'on a ces lésions précancéreuses, euh, parce que des lésions aussi de carcinome peuvent se présenter parfois comme des petites plaques érythémateuses, et finalement c'est quand même du carcinome micro-infiltrant. Donc il faut vraiment avoir la biopsie facile là-dessus.
Donc, quand on est dans le cadre de vraies lésions précancéreuses confirmées à l'histologie, on peut passer à la surveillance rapprochée et surtout rebiopsier la moindre modification de l'aspect. Et en parallèle, évidemment, proposer un arrêt des facteurs favorisants ou carcinogènes euh, aux patients. Alors, quelques exemples de lésions précancéreuses. Donc, on a parlé des leucoplasies. Ce sont les taches blanchâtres qu'on peut voir ici. Là, c'est sur un bord de langue, ici à droite. On les voit ici sur un bord de langue gauche et ici sur un plancher antérieur de bouche assez diffuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lésions sont souples à la palpation, qu'il n'y a pas d'induration, qu'elles sont très superficielles. Et donc, parfois, on peut être amené à faire des biopsies pour cartographier les lésions, mais surtout s'il y a des zones qui sont un petit peu plus suspectes que d'autres. On a également des lésions, donc là, ce sont toujours des lésions précancéreuses de type enfin, pardon, ce sont plutôt des leucoplasies pour lesquelles on ne sait pas s'il y a de la dysplasie ou autre, mais qu'il faut potentiellement biopsier au moins une fois pour savoir à quoi on a affaire. Donc là, c'est pareil, ça touche le plancher de bouche, ici, toute la face ventrale linguale. Les érythroplasies, donc c'est pareil, sont des anomalies planes, souples, superficielles. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus rouge, un petit peu plus inflammatoire. Pareil ici au niveau du bord de langue, sachant que là, c'est un petit peu plus en relief, donc un peu plus suspect finalement. Et on peut avoir des érythroleucoplasies, c'est à la fois blanc et rouge ici. Donc on a des leucoplasies sur un fond d'érythroplasie. Là, c'est pareil, on n'est pas à l'abri qu'il y ait déjà de la transformation maligne à ce niveau-là. On a d'autres lésions précancéreuses inflammatoires chroniques de type lichen. Là, c'est pareil, ce sont des patients qui nécessitent une surveillance vraiment très rapprochée. À la moindre modification des lésions, il faut pouvoir proposer une biopsie. Et donc là, c'est vraiment des prises en charge de pathologies muqueuses buccales chroniques avec des traitements anti-inflammatoires de type corticothérapie locale qui peuvent être instaurés. Le lichen pleuratrophique. Donc là, on voit vraiment on a une disparition de tous les reliefs de la langue et muqueux. Et je vais vous montrer aussi quelques lésions cancéreuses pour avoir en tête un petit peu les images. Donc là, pour exemple, c'est Madame D, 72 ans, aucune intoxication alcoolo-tabagique. Et donc elle avait cette lésion au-dessus des molaires depuis octobre 2023. Pour laquelle elle a finalement consulté son dentiste qu'en février 2023 avant un adressage au col. Donc là, on voit que c'est une lésion qui est bourgeonnante ici, légèrement ulcérée en superficie. Malheureusement, sur l'imagerie scanographique, elle a des dents qui sont éventuellement traitées, couronnées, et donc on a des artefacts assez importants qui ne permettent pas de bien voir. Pour autant, cette patiente, et malgré le délai de prise en charge, on a pu lui faire ce qu'on appelle un ganglion sentinelle, puisqu'elle n'avait pas d'extension ganglionnaire de sa maladie. On a pu injecter un traceur radioactif autour de la tumeur et retirer que le premier relais ganglionnaire au niveau cervical. Il s'est avéré qu'il était négatif, donc elle a pu échapper à un traitement ganglionnaire de type curage cervical prophylactique. Donc elle a eu le traitement chirurgical et juste le ganglion sentinelle. Hmm. Madame S, 71 ans, donc là elle a consulté 2 mois après l'apparition d'une lésion endobuccale, non douloureuse initialement. Donc là on voit déjà que c'est beaucoup plus étendu, ça prend quasiment l'hémipalédure ici, donc on voit qu'elle est assez irrégulière cette lésion, bourgeonnante, ulcérée à certains endroits. Et surtout sur l'imagerie scanographique, on voit qu'il y a eu une évolution vers ici l'os qui est lisé au niveau du bas-fond sinusien et du palais. Donc là, on n'a pas la même prise en charge, il faut faire une chirurgie plus large, plus délabrante, avec une reconstruction éventuellement complexe, qui nécessite parfois de mettre un lambeau libre osseux.
Ici, 74 ans également. Là, c'est une patiente qui consultait pour la mise en place d'un appareillage dent prothétique avec un contexte de maladie chronique inflammatoire de lichen. Donc là, elle a une petite lésion bourgeonnante ici, vraiment développée au regard de la crête gingivale, donc qui était du carcinome épidermoïde infiltrant. Alors, ça peut être des lésions beaucoup plus importantes. Là, c'est une patiente avec un état bucco-dentaire assez délabré, comme vous pouvez le constater, et qui a une grosse lésion ici qui prend tout le palais et qui a commencé à avoir une extension sous-cutanée prémandibulaire. On voit ici sur l'imagerie scanographique, on voit bien, là, c'est tout ça, c'est encore de la tumeur ici. Et on voit que ça a complètement lisé ici la corticale osseuse mandibulaire. Donc ça, ce sont des chirurgies, des tumeurs qui nécessitent des chirurgies très larges, où on va aller emporter la mandibule, parfois même la peau qui est en regard. À 85 ans, c'est plus compliqué et je crois que pour cette patiente, on n'avait pas pu envisager de traitement chirurgical. Elle était partie dans un parcours de chimiothérapie palliative. Et là, on voit sur la reconstruction osseuse avec la lise osseuse ici, en regard de la tumeur. Pour vous montrer un petit peu l'histoire naturelle des cancers ORL, c'est un patient plus jeune, hein, 46 ans. Alors lui, il avait clairement une intoxication mixte assez abondante et non sevrée, avec un refus majeur de prise en charge initiale, enfin de prise en charge chirurgicale. Et donc là, c'est la langue. Donc un patient qui était plus du tout capable de tirer la langue en dehors de la cavité buccale, avec une lésion ici ulcéro-nécrotique qui prenait l'ensemble du plancher antérieur de bouche, avec une extension sous-muqueuse vers la langue, hein. En palpant, la langue était complètement indurée à ce niveau-là. Et finalement, il est revenu nous voir avec un souhait de prise en charge active, mais on s'est rendu compte qu'entre décembre et mars, la tumeur avait quasiment doublé de volume, euh, avec une atteinte de la base de langue assez importante, et il avait été considéré comme non résécable. Un autre exemple ici, 68 ans. Pendant 5 mois, la patiente a eu une petite errance diagnostique quand même. On voit que c'est pas forcément facile à voir, hein, parce que ça reste un peu rosé, c'est assez plan, pas très, très bourgeonnant, mais on voit quand même les bords ici anormaux au pourtour de la dent. Elle a fini par nous être adressée, on a pu la traiter et retirer la tumeur au niveau du trigone rétromolaire avec la mise en place d'un lambeau libre. Encore une fois, une patiente âgée avec des douleurs gingivales un peu péridentaires qui ne passent pas. Et elle était arrivée assez tôt à notre consultation. Mais pour autant, il commençait à y avoir une mise osseuse assez importante en regard. Parfois, on peut avoir des lésions finalement qui ont l'air très petites, mais qui sont très infiltrantes et très destructrices au-dessus sur l'infrastructure. Et donc, quand je vous parlais de la protraction linguale, il faut vraiment faire tirer la langue au patient. Là, on voit que la langue, quand on tire la langue, elle est censée rester dans son axe. Et là, on voit qu'elle est déviée ici vers le côté gauche. Donc, soit il y a une paralysie du nerf 12 hypoglosse qui innerve la langue sur le plan moteur, ou soit la langue est un peu fixée par un processus tumoral qui l'empêche de s'étendre. Donc là, en l'occurrence, c'est un patient qui avait une tumeur ici au niveau du sillon pelvi-lingual. Et on avait pu l'opérer et retirer la partie linguale malade et avec la mise en place d'un lambeau libre pour reconstituer le volume lingual. C'est un peu flou, mais on voit ensuite la langue avec la peau ici du lambeau et puis la langue native. Et donc, quand on a des atteintes osseuses mandibulaires, on peut être amené à retirer la mandibule en regard dès la tumeur avec des reconstructions complexes qui peuvent faire appel à la mise en place euh, d'os prélevés au niveau du péroné avec des vaisseaux anastomosés en cervical, donc des lambeaux libres. Donc là, c'était pour vous illustrer un petit peu une planification préopératoire qui nous permet d'optimiser le temps opératoire avec ce qu'on appelle des guides de coupe qui sont confectionnés avant.
Donc là, en l'occurrence, on avait un patient qui avait juste une mobilité dentaire, en fait, des deux molaires du cadran inférieur euh, droit. Et finalement, c'était vraiment au pourtour. On avait une lésion bourgeonnante ici, suspecte. Donc, ce patient a pu être traité. On a retiré l'os malade et il va bien. Voilà, pour vous remontrer aussi, difficulté de protraction linguale, bien refaire lever la langue parce que ça peut cacher des choses. Ici, on a une lésion ulcéro un peu nécrotique au milieu, un peu en feuillet de livre, hein. Si vous laissez la langue comme ça dans la bouche, on peut passer à côté. Là, en l'occurrence, on a pu le traiter sans interrompre la mandibule, puisqu'il y avait juste un contact osseux mandibulaire, mais sans lise osseuse. Donc, on a pu enlever une petite baguette mandibulaire. Et donc, ce qui est difficile, c'est les lésions, sont les lésions plutôt sous-muqueuses, quand on a des lésions qui ne sont pas forcément bien visibles, mais qu'on palpe. Là, en l'occurrence, on voit ici sur le scanner et sur l'IRM une lésion linguale assez volumineuse. Et donc, ce patient à la palpation est vraiment une langue complètement envahie. On a pu le traiter avec la mise en place d'un volumineux lambeau pour restaurer le volume lingual. Et ça peut toucher des patients jeunes, 44 ans, pas de facteur de risque. Alors elle avait un facteur irritatif dentaire, elle a pu avoir un aplanissement de la dent causale, mais sans amélioration, et elle a fini par nous être adressée. Mais il faut aussi se méfier chez les patients jeunes sans intoxication, puisqu'ils ont des maladies qui sont assez agressives localement et qu'il faut prendre en charge de façon maximaliste et très vite. Alors, quel peut être le rôle du chirurgien dentiste? Alors, il y a déjà un rôle dès l'interrogatoire du patient. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum, une petite checklist minimale d'éléments à recueillir en termes de facteurs de risque pour la consommation alcoolo-tabagique, en termes d'antécédents, notamment de cancer ORL. Essayez d'avoir aussi une liste de symptômes à demander. Peut-être que vous pouvez envisager aussi la mise à disposition d'un questionnaire patient en salle d'attente, hein, pour accélérer les choses. Et avant tout soin de cavité buccale, il faudrait réaliser une inspection rapide, donc visuelle, avec deux abaisse-langues, une lumière efficace, et vraiment déplisser les muqueuses dans tous les recoins. Vous avez bien vu, dans la cavité buccale, il y a pas mal de sillons. Relever la langue, etc., pour examiner l'ensemble de la muqueuse, évaluer la protraction linguale, la mobilité linguale et l'ouverture de bouche dès le départ, quand vous commencez votre soin. Et ensuite, la palpation pour éliminer toute induration muqueuse et un examen cervical succinct pour éliminer toute tuméfaction. Alors, si vous êtes en présence d'une lésion suspecte, que faire? Alors, si c'est quelque chose qui a l'air en lien avec un facteur irritatif local, vous pouvez toujours essayer et qui est qui évolue depuis peu de temps, vous pouvez prendre en charge ce facteur irritatif local et revoir le patient et vous alerter uniquement s'il n'y a pas de guérison après 2 semaines. Dans tous les autres cas, se pose la question de la réalisation d'une biopsie. Alors, il est possible, enfin, ça fait partie des gestes que vous pouvez être habilité à faire sous anesthésie locale. Toutefois, il y a une petite checklist préalable, comme tout soin finalement dentaire, l'absence de traitement antiagrégant ou anticoagulant, pour lequel il faudrait éventuellement envisager un relais. Des biopsies éventuelles en terrain post-radique, si proximité de l'os, il faut parfois encadrer les choses d'une antibiothérapie. Il faut pouvoir avoir un lien avec un laboratoire d'analyse anatopathologie pour pouvoir envoyer facilement le prélèvement avec un minimum d'informations cliniques, hein. Ce sont des prélèvements qui peuvent être placés dans du formol pour être conservés. Et avec peu de matériel finalement, hein, une lame de bistouri, vous pouvez faire ça aussi avec des punches, éventuellement fermer avec un point si besoin. L'important, c'est quand même de prendre des photos avant de faire les éventuelles biopsies. Euh, mais c'est pas obligatoire. L'important, de toute manière, c'est si lésion suspecte, adressage ou avis rapide spécialisé. Il faut que cet avis puisse être donné dans les 15 jours. Alors, soit vous contactez le médecin traitant euh, pour qu'il puisse ensuite, via son réseau, adresser le patient,
ou directement un chirurgien ORL ou maxillofacial. Alors là, actuellement, la démographie médicale dans les Hauts-de-France fait que c'est difficile de trouver un rendez-vous, par exemple, sur Doctolib avec un chirurgien ORL ou maxillofacial, qu'il n'y a pas forcément de créneau pour les suspicions de cancer, et que donc il faut souvent décrocher son téléphone ou faire appel à finalement un réseau déjà connu. Donc pour pallier à ça, on a mis en place cette possibilité de télé-expertise via Omnidoc. Euh, donc, je crois que c'est assez récent. Les chirurgiens dentistes peuvent solliciter une télé-expertise dans des cas de suspicion de cancer oral ou de maladie rare, avec une possibilité de codification de cette requête. Donc, on a ouvert une ligne Omnidoc ouverte aux chirurgiens dentistes au centre Oscar Lambret. Là, par exemple, c'est un exemple de demande. En l'occurrence, là, c'est une médecin généraliste qui nous envoie ça, avec des photos. La patiente elle a une tuméfaction ici cervicale, une lésion suspecte de la cavité buccale. Donc, c'est une photo qui est plutôt de très bonne qualité, hein, on voit très bien le problème. Et donc, on a pu, sur la base de ces informations-là, convoquer rapidement la patiente et répondre rapidement à la médecin généraliste. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables pour vous, hein. Si vous avez des lésions suspectes, vous pouvez tout à fait nous envoyer les photos. Et puis, on peut vous répondre sur la conduite à tenir, biopsie en cabinet, consultation ORL d'emblée ou pathologie chronique de la muqueuse buccale, et puis vous adresser dans le service compétent. Et donc, à côté de l'amélioration du lien ville-hôpital, il y a également pour le dépistage précoce une campagne de sensibilisation grand public, hein, dont c'est la deuxième édition cette année, donc là qui a eu lieu entre le 31 mars et le 4 avril 2025, donc avec euh, des webinaires nationaux, l'intervention dans les médias nationaux, des actions également locales, donc c'est la campagne Rouge-Gorge. Donc il y a pas mal de supports d'information aussi, avec des QR codes en lien avec des vidéos de patients qui parlent de leur expérience. Donc ça, c'est des documents, enfin de la documentation aussi que vous pouvez mettre à disposition de vos patients au cabinet. Voilà. Et pour terminer, j'en profite pour vous faire un petit avis de recherche, parce qu'on recherche un chirurgien dentiste au col avec une appétence pour la prothèse maxillofaciale. Donc si vous avez ça dans votre réseau, on est tout à fait disposé à rencontrer les éventuels candidats pour rejoindre cette équipe souriante. Voilà. Merci à vous. Merci Samia. L'annonce, on peut la mettre tout à fait sur le site de l'URPS et Oui. la diffuser avec grand plaisir si vous nous préparez Mhm. ça. Pas de Hélène, souci. on prend, vous nous le mettez par écrit, on diffuse avec plaisir. Du coup, Hélène, je te passe la parole si tu veux parler plus de Omnidoc. J'aimerais vous partager quelque chose. Alors, je vais arrêter mon partage. Ouais, voilà, Voilà. parfait. Merci Samia, parce que ta présentation était vraiment très complète, même jusqu'à la télé-expertise. Et je te rejoins effectivement, grâce au combat des syndicats, l'Union syndicale des chirurgiens dentistes, la télé-expertise est désormais ouverte aux chirurgiens dentistes depuis le 4 juillet 2024. Donc, effectivement, Samia vous a explicité sur les conditions. Il y a des cas précis d'usage, notamment, c'est pour solliciter une expertise euh, dans les cas de suspicion de cancer oral ou de maladie rare à manifestation orale ou dentaire. Et l'objectif, c'est de réduire les délais de prise en charge. Je vais vous partager un peu notre ligne via Omnidoc et vous pouvez donc nous joindre et joindre l'équipe des praticiens de Samia via Omnidoc. Alors, je vais vous partager. Est-ce que vous voyez ma page? Est-ce que vous la voyez? Presque. Oui.
Oui, voilà. Donc en fait, quand vous vous connectez sur le site OmniDoc, donc c'est la plateforme de téléexpertise, vous choisissez le centre le réseau d'expertise que vous saisissez. Donc vous choisissez le centre Oscar-Lambret et vous arrivez sur notre page. Et vous voyez que au niveau du centre Oscar Lambret, nous avons développé 10 lignes de téléexpertise avec notamment de la curie, de l'immunothérapie, oncologie, radiothérapie. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est cancer, tête et cou. Et effectivement, vous voyez les praticiens qui collaborent avec Samia. Donc on a le docteur Bouillir, Samia Bouillir, on a le docteur Adrien Dubois et le docteur Derat qui vont vous répondre via cette plateforme. Donc, en fait, on a quand même un propos introductif, c'est-à-dire parfois, selon les lignes, les médecins vont vous demander des documents. Et dans le cas de Samia, je suppose que les photos sont les bienvenues, hein. Ça vous permet de donner un avis clair. Et donc, à partir de là, en fait, vous cliquez sur Nouvelle demande une fois que vous êtes inscrit sur le site d'OmniDoc. Oui, et donc, de ce fait-là, vous faites partie du réseau OmniDoc. Et là, je vais vous partager maintenant, alors, la vidéo. C'est une vidéo tutoriel hein, qui vous permet qui explique très très bien euh, comment fonctionne OmniDoc. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est bon. Cette vidéo permet, alors c'est pas notre ligne du centre Oscar Lambret, c'est un tutoriel hein, pour l'utilisation d'OmniDoc. Quelques précisions quand même. Il y a une rémunération hein, pour les praticiens requérant, c'est-à-dire celui qui sollicite, peut facturer 10 € sur la demande
d'avis et le médecin qui est requis touche une rémunération de 20 euros et qui est reconnue par la sécurité sociale et elle passera cette rémunération à 23 euros à partir du 1er janvier 2026. Donc l'idée, c'est pas tant le financement, c'est vraiment de pouvoir répondre très rapidement à vos demandes et de vous apporter une expertise et auquel cas, si nécessité de convoquer le patient, on le fera dans ce cadre de telle expertise, puisque les médecins qui répondent à cette expertise peuvent également solliciter nos assistantes médicales qui vont convoquer le patient pour une consultation au centre Oscar Lambret. Donc ça limitera les délais de prise en charge et vous le voyez dans la présentation de Samia, effectivement, plus on détecte une détection précoce permet de vraiment une meilleure prise en charge. Voilà. Donc, Petit détail, Hélène, l'usage de Omnidoc par les requérants, c'est-à-dire nous, chirurgiens dentistes libéraux, est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement à prendre auprès d'Omnidoc. oui, pour l'inscription à Nidoc, oui. Bah, merci pour votre écoute. En tout cas, on est disposé à répondre à vos questions si vous avez. Mm. À défaut de questions, parce que parfois c'est difficile de prendre la parole dans un gros webinaire comme ça, on est à votre disposition par le biais de l'adresse contact URPS. N'hésitez pas même à retard, enfin, si vous avez besoin d'éclaircissement ou de précision, vous repassez par l'adresse mail classique de contact @urpscdhdf.fr et puis on retransmet. On retransmet à Samia, à Hélène. Vous l'avez noté, on a enregistré la réunion avec l'accord de Samia et d'Hélène. Et je pense qu'on verra peut-être à la mettre à disposition sur le site web de l'URPS parce que Samia, merci, ta présentation a été super bien, extrêmement didactique et je pense que ça mérite d'être à disposition pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre Mm. ces 2 webinaires. Mm. Pas de souci. Bah, merci à vous, hein, surtout pour l'invitation. Ben, avec Nous, on aime bien avoir ce genre de possibilité de passer ce message. Voilà, il faut nous adresser les patients le plus tôt possible pour éviter la perte de chance. Donc, si le message est passé, c'est très bien. Non, mais ton S'il vous passage sur plaît, le... petite Oui, question. Ah, Oui, vous m'entendez? oui. oui. Oui, alors en fait, je me pose souvent la question de faire des biopsies. J'ai pas de formation pour le faire. Est-ce Mhm. qu'il y a une formation spécifique dans le coin ou est-ce qu'il faut que je me rapproche de mon labo? Du labo d'Anapat, enfin Oui. alors je sais pas s'ils proposent des formations et j'en ai pas connaissance. Après, s'il y a une demande particulière à ce sujet-là précisément, ça peut faire l'objet aussi euh, ça peut s'organiser au col. Je pense que ça peut être Ouais. envisageable, hein. C'est pas quelque chose qui est Il compliqué y a d'autres à mettre en place, personnes hein. intéressées. S'il y a une formation qui peut être proposée, oui. Mm. Complètement. Alors, je sais pas au sein de la faculté dentaire s'il y a ce sujet-là qui est Je crois pas, mais euh, j'entends la question, je la note. mm, Merci. Non, non, mais parce qu'on a évidemment, par le biais de l'URPS, on a des contacts privilégiés avec la fac Ouais, mhm. et des contacts privilégiés avec l'UFR 3S, avec Marc Lambert, qui est le ouais. responsable de la formation continue, parce que ça peut être aussi un sujet interpro. Oui, Euh, Mhm. complètement. donc, ça peut être des sujets interprofessionnels, médecins, dentistes, enfin, tous ceux qui auraient un bistouri Bah oui. Mm. et Oui, oui, qui tout à regardent fait. une Médecin bouche. généraliste, dentiste. Ah non, mais enfin, ce genre de concertation interprofessionnelle, ça amène toujours à d'autres idées super géniales. Mhm. Donc, oui, oui, Bon, on bah, note et je guette alors, je guette Mm. les propositions de formation. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous Merci. en prie. Oui, avec merci. plaisir. En tout cas, un truc au col, ça pourrait être effectivement très intéressant. Mm. Mm.
Bon, s'il y a de la demande, on va essayer de voir les possibilités locales avec, on a un institut de formation qui peut nous aider aussi à organiser ça. Mais je pense que c'est faisable. Ah oui, on le garde en tête, hein. Je Mm, voulais, mm. moi, revenir sur. Merci pour ton passage sur le HPV, Oui. parce que je rappelle que dans le cadre de MT Dents, les 3-24 ans, on a vraiment un rôle et dans les questionnaires prévention pour nos jeunes patients, c'est une question qui est prévue en fait pour MT Dents à Mm. partir de 11 ans, examen annuel. C'est 40, c'est vrai que 40% de taux de vaccination chez les jeunes, hein, c'est décevant. Mm. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, ils ont carrément éradiqué le Ouais, c'est cancer ça, en Australie aussi. Ouais. ouais, ils ont carrément éradiqué le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination et c'est assez impressionnant. Absolument. La Mm, mm. vaccination s'est mise en plusieurs temps. Au départ, il n'y avait que les filles. Tout à Ouais. fait. Il n'y avait que les filles, après c'était l'allergie aux garçons, après c'était les rattrapages, c'était sous condition. Enfin, et donc là, ils élargissent encore un peu, donc c'est quand même plutôt bien. Mais je pense qu'il faut continuer à faire de l'information des parents. Il faut qu'il y ait un petit Et peu plus de généralisation. on est en post-Covid, hein. Enfin, avec il y a toujours le Oui. problème de l'hésitation vaccinale et on a vraiment, Mm, nous aussi, un rôle à jouer dans la motivation et l'explication. mm, mm, Dans les préconisations, notamment, j'ai une question sur le HPV. mm. Part, il disait, quand moi j'avais fait vacciner ma fille, qu'il fallait que ça soit fait avant les premiers rapports sexuels. Est-ce que c'est toujours d'actualité ça? Alors, oui, parce que, enfin, en théorie, il faudrait le faire avant les potentiels premiers contacts. Mais en même temps, même s'il y a eu un contact, on n'est pas sûr que ce soit avec le HPV le plus haut risque, le plus à haut risque oncogène. Et comme les vaccins protègent, ils sont non avalants, il y a plus de 9 HPV qui sont inclus. Ça peut quand même diminuer le risque d'être infecté, ou en tout cas faciliter le fait de plus porter le virus, même si l'activité sexuelle est déjà commencée. Enfin, moi, je pense qu'il faut quand même le faire. Et c'est d'ailleurs justifié dans les pays où qui proposent des rattrapages parfois jusqu'à plus de 40 ans. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Bon, bonsoir, je sais pas si on m'entend. Si? Oui, oui, oui. Bonsoir, en tout cas, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et c'était vraiment très, très bien votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce que on peut faire une telle expertise, mais sans, est-ce que le patient doit être averti? On veut savoir, entre guillemets, qu'il y a des patients, en fait, à qui on parle de choses un peu suspectes. J'ai eu notamment un cas où j'ai voulu l'envoyer chez une amie stomato et en fait, il n'a pas donné de suite. Donc, Mhm. comment est-ce que nous, on peut quand même, quand on a une inquiétude, prendre contact avec vous, mais sans son aval, en fait? Comment ça se passe, en fait, la procédure? C'est ça que Je je vais n'ai pas bien répondre, compris. Samia, si Oui, tu veux. je te laisse. Effectivement, ce sont des questions, c'est une question pertinente d'ailleurs, merci beaucoup. Effectivement, on a besoin du consentement, en tout cas oral. Dans le cadre, on doit informer le patient que vous allez faire une telle expertise. Et on doit avoir son accord, en tout cas verbal, pour pouvoir faire une telle expertise. D'accord. Voilà. On n'a pas besoin Sinon, d'écrit, mais voilà. on doit quand même informer du patient et de son consentement oral. OK. Sinon, on peut rien faire, en fait. S'il il veut pas donner de suite, Non, parce que en fait, là, vous communiquez aussi ces données personnelles. bien Vous le sûr. voyez dans la vidéo au début, en fait, Mhm, pour nous communiquer les coordonnées du patient, vous pouvez passer sa carte vitale. Et on aura toutes ses coordonnées, c'est-à-dire bah, son nom, son prénom, et puis après, ensuite, on pourra le convoquer, le patient. mhm. En l'occurrence, effectivement, s'il n'est pas d'accord et il n'est pas informé, c'est toujours un Bah oui, peu brutal d'être oui, bien convoqué sûr. au centre Ah bah, Oscar Lambret et c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui, non, voilà. mais bon, c'est vrai que du coup, des fois, on peut suspecter des choses. Et puis, malheureusement, si les patients ils donnent pas de suite, Oui, bien sûr. ben, Mm. on est Je, un peu embêtés, nous, en tant que. Parce on sait qu'on a peut-être on a potentiellement quelque chose de mauvais devant nous.
et on peut pas, voilà, aller plus loin et enfin, c'est embêtant, quoi. Enfin, Je pense quelque qu'il La part. faut. communication, elle est importante de Oui, l'information bien pour sûr, rassurer le relancer patient. peut-être Voilà. même. Oui. Relancer, dire que, voilà, notamment là, moi j'ai ce cas, je vais peut-être voilà, le rappeler en me demandant si il a été consulté la stomato comme je lui avais demandé, etc. Enfin, voilà, tout simplement prendre un petit peu des petites informations. Puis avec les connaissances de ce soir, va peut-être aller un petit peu titiller un petit peu plus, dire que il faut faire attention parce que on peut pas rester comme ça et enfin, voilà, un peu plus insister, quoi, on va dire. Bah, c'est évolutif et nous on récupère quand même beaucoup de patients qui ont eu un premier avis médical ou chez un chirurgien dentiste. On leur a dit bah, c'est tout, il faut une consultation spécialisée. Et comme ils n'ont pas trouvé de consultation assez rapide sur Doctolib, et ben, ils ont attendu 3 4 mois leur rendez-vous tranquillement. Mhm. Et je pense que pour ces cas-là, il faut vraiment décrocher son téléphone ou faire fonctionner son réseau. Et si on n'a pas de réseau, bah, Omnidoc, c'était une bonne solution quand même pour Tout à fait, pouvoir avoir accès rapide à un très très professionnel bien. expert. Mhm. Mais il faut pas, c'est difficile de les laisser dans la nature quand même parce qu'il n'y a pas forcément de conscience de l'évolutivité des choses, quoi. Bien sûr. Et ils n'ont pas Mm. forcément les armes pour pouvoir aller se trouver un rendez-vous euh, en appelant partout, etc. C'est quand même des Au bon patients qui... endroit, même taper à la Voilà, bonne porte. ouais, exactement. Tout à fait. Tout à Mm, fait. Très bien. Merci beaucoup de la réponse. je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que on vous libère? Bon, en tout cas, je reste à disposition. Si vous avez des questions, elles me seront remontées et puis Ouais. je vous N'hésitez pas transmettrai. par écrit, Mm. vraiment, on fera évidemment remonter à Samia et ben, on vous remercie pour avoir été si nombreux. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu. Et merci Samia, merci. Je vous en Merci prie. Marie. Disposition. Merci Marie. Moi, je tiens à te remercier parce que c'est important cette collaboration entre la ville et l'hôpital. Et toi, tu es vraiment le lien entre nous. Mm, Si ce webinaire a eu lieu, c'est aussi en grande partie grâce à toi. Merci beaucoup. mm. Merci à Samir, bien sûr. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci Au Marie. revoir. Bonne soirée.